Je vais commenter quelques phrases promues par Lacan dans ses séminaires. Et je commencerai par le principe éthique, ne pas céder sur son désir. En fait, ne pas céder sur son désir, c'est quelque chose que tous les humains fréquentent depuis toujours, à savoir, je veux ça, mais voilà, l'autre vient me dire, ah non, ne fais pas ça, ça va faire de la peine à X, et ça me bloque, et je renonce pour ne pas faire de la peine. Et là, c'est grave parce que je peux continuer de cette façon et le sujet en question qui fait ça risque de se dissoudre dans les concessions qu'il fait sur ce qu'il voulait vraiment. Autrefois, on ne disait pas forcément sur son désir, mais c'est compris dans le sujet. Donc, tenir à ce à quoi on tient, c'est quelque chose que les gens connaissent presque d'instinct. Et ça se pose très souvent quand un jeune cherche quoi faire plus tard, sa vocation, son métier, et il veut tel métier. Les parents disent « Non, c'est pas un métier, ça, tu vas pas gagner ta vie ». Et le gosse ou l'adolescent insiste. Souvent, il lâche pour leur donner satisfaction, puis il reprend plus tard. Il voulait être chanteur et eux le voulaient médecin. Finalement, il se retrouve avec son diplôme de médecine à faire du chant, donc avec un peu de retard. Bref, ne pas céder sur son désir, c'est un très bon principe, une très bonne pratique. Là où Lacan fait un glissement, comme il en avait l'habitude, c'est de proclamer que c'est ça le principe éthique, que le principe éthique de la psychanalyse, le principe éthique que la psychanalyse inspire, c'est ne pas céder sur son désir. Et là, ça se complique, parce que encore faut-il le connaître, ce désir. Et souvent, en psychanalyse, les gens ont du mal à localiser leur désir. Donc, souvent, on prend pour son désir ce sur quoi on ne cède pas. J'y tiens. Et on se dit, il y tient, c'est donc son désir, et lui-même se met à le croire. Donc, c'est pas vraiment le principe éthique fondamental. Et s'il y avait un principe éthique, je dirais que c'est de rester toujours en contact avec l'infini des possibles, dans lequel on inscrit comme on peut ce qu'on prend pour son désir, qui se rectifie ou pas, mais poser que ce qu'il faut, le principe, c'est ne pas céder sur son désir, c'est supposer, souvent à tort, qu'on connaît son désir et que, voilà, il n'y en a pas d'autre. Et Lacan a extrait ce principe de la pièce de Sophocle, Antigone. Et Antigone, vous savez, qui a affronté Créon, parce que lui ne voulait pas enterrer les deux frères d'Antigone qui ont lutté contre leur patrie, et elle disait que la loi des hommes, c'est d'enterrer les morts. Mais ce qui se dégage d'Antigone,
est-ce que c'est vraiment ne pas céder sur son désir? Parce que Créon aussi ne cède pas. Tous les deux s'affrontent et personne ne cède, et c'est le plus fort qui gagne. Ce qui se dégage, ça peut très bien être que la loi ne peut pas être que la loi écrite, brandie par Créon, que la loi comporte deux aspects, la loi écrite et la loi orale, et la tradition qui impose d'enterrer les morts, qui impose cet acte symbolique majeur. Donc, on peut en tirer beaucoup de choses. Alors pourquoi Lacan a dégagé ça comme le principe éthique, ce qui n'aide pas les gens qui sont à la recherche de leur désir, et n'aide pas non plus ceux qui l'ont trouvé, parce que s'ils l'ont trouvé, ils y tiennent et le principe ne leur apporte rien. Moi, je pense qu'il avait en vue de créer un corpus, un langage avec des formules qui soient estampillées de sa marque, qui ferait que chaque fois qu'on tient à son désir, eh bien on dit, comme dit Lacan, il ne faut pas céder sur son désir. Il y a une autre formule que je voudrais vous commenter, c'est « la femme n'existe pas ». La femme n'existe pas, et d'un certain point de vue, c'est évident, parce que c'est d'autant plus évident que chacune peut avoir le fantasme d'être la femme, d'être celle-là, la vraie femme. Mais chacun sait qu'elle l'est singulièrement. Donc la femme, quelque part, n'existe pas, c'est un concept, un fantasme. Et pourtant, l'existence de la femme est postulée à la fois par les hommes qui courent après le féminin, donc qui, quand ils courent après une femme, ont le sentiment profond qu'ils courent après la femme, après le féminin incarné. Et l'existence de la femme est aussi utilisée par des femmes, par les femmes, parce qu'une femme se confronte souvent à l'autre femme, à ce qu'elle prend pour la femme, le trésor du féminin, pour ajuster son devenir femme à elle. Donc, les hommes utilisent la femme comme si elle existait, ils la font exister pour s'en servir, pour déclencher leur élan vers le féminin, et les femmes utilisent la femme pour activer leur devenir femme ou s'en assurer. Donc voilà un autre énoncé qui est juste en partie et contestable de l'autre partie. Mais encore une fois, selon la même logique, c'est posé comme une vérité indiscutable. Et je vous commenterai une prochaine fois d'autres énoncés. Il paraît que je dois vous rappeler, abonnez-vous, alors je vous le rappelle. On peut faire l'exégèse, le commentaire, ça occupe beaucoup de monde, mais j'ai entendu comme ça que la formule est en fait plus complexe, qu'il ne faut pas céder sur la cause de son désir. Mais vous savez, entre la cause du désir et le désir, l'écart est mince et on connaît souvent aussi peu la cause du désir que le désir lui-même. Si la cause de votre désir pour cette femme, c'est sa démarche, très bien. Donc, vous désirez cette femme pour sa démarche, mais ça ne fait que déclencher quelque chose d'autre qui est votre désir et qui va plus loin que sa démarche ou que
son nez ou que tel trait. Donc le désir et sa cause, c'est beaucoup plus profond et plus mystérieux aussi. Et évidemment, si vous perdez le fil du désir, eh bien, chercher la cause, c'est aussi bien chercher la cause de cette perte elle-même. Pourquoi vous perdez le fil de votre désir? C'est donc tout votre rapport au désir qui est en jeu. Et c'est pourquoi je vous disais que le plus pertinent, c'est de garder le contact avec votre champ des possibles pour y tracer des modulations de votre désir. Et en cela, vous ne cédez pas sur votre désir, même si vous ne le connaissez pas complètement. Et ça pourrait donc réintégrer l'énoncé de Lacan dans un cadre plus large. Alors un autre énoncé, il a été presque mis en chansonnette, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel ». C'est ce que Lacan ne cessait de répéter. Alors bien sûr, il l'a répété pendant une dizaine d'années et vers la fin il a complété « sauf l'inceste ». Donc pour lui, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf l'inceste. C'est un peu jouer sur les mots, parce que ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que les hommes et les femmes, prenons hommes et femmes, les hommes et les femmes ne seraient pas faits l'un pour l'autre, ne seraient pas destinés l'un à l'autre. Bien sûr qu'ils sont destinés, et pas seulement pour la reproduction. Ça ne veut pas dire qu'ils accomplissent cette destinée. Ça ne veut pas dire que le rapport sexuel tombe juste. J'ai l'impression parfois que Lacan a joué sur le mot rapport au sens mathématique. Vous savez, A sur B, X sur Y, ça ne tombe pas juste, ça veut dire que c'est un nombre irrationnel. Très bien, le rapport sexuel comporte de l'irrationnel, c'est pas un scoop. Donc dire qu'il n'y en a pas sauf l'inceste, ça confirmerait que pour lui, il y en aurait si c'était parfait. La perfection étant le retour à l'origine, qui est justement interdit pour qu'on puisse désirer ailleurs. Alors est-ce que en désirant ailleurs, on tombe sur du rapport sexuel inexistant, un rapport qu'il n'y a pas, qui n'existe pas? C'est discutable. Bien sûr que le rapport sexuel n'a pas toujours lieu quand il a lieu. Souvent, c'est même de la masturbation à deux, où chacun se masturbe au moyen de l'autre, c'est-à-dire n'est pas assez présent au partage du désir avec l'autre, au partage de la jouissance, sachant que les deux jouissances se croisent sur le plan phallique, mais sont en même temps différentes en tant que jouissance de ce que j'appelle l'entre-deux corps, ou l'entre-deux sexuel. Mais il y a des franges où ce rapport sexuel existe, où il y a de la rencontre au plan sexuel, au plan phallique et au plan de l'entre-deux corps. Donc, là encore, la phrase de Lacan, et sa motivation, c'était justement de faire que les disciples et leurs disciples se grattent la tête, c'est mystérieux, etc. Et du coup, tout l'irrationnel du sexuel a été mis au compte de cette phrase. Et ça l'a du coup pérennisé. Donc dire il y a le rapport sexuel, ça serait
faire preuve d'un esprit simpliste et platement rationnel qui ignorerait l'irrationnel de la sexualité, alors que on peut intégrer cet irrationnel sans avoir à déclamer qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. On aura à commenter d'autres phrases à l'occasion.